Fin du bras de fer entre les agents de santé et le gouvernement ivoirien. La coordination des personnels soignants de la santé a suspendu ce lundi son mot d'ordre de grève. Le mauvais temps de retour en Côte d'Ivoire, plus abondante rafale de vent, l'Office national de protection civile lance une campagne de sensibilisation. Enfin, Cuba ne soutient plus le terrorisme selon la Maison-Blanche. Le président américain Barack Obama est favorable au retrait de La Havane de la liste noire. Bonsoir et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent sur RTI 2. Pour commencer, l'agenda du chef de l'État ivoirien. Le président de la République, Alassane Ouattara, va entamer demain, jeudi 16 avril, une visite d'État à Tiassalé, dans la région Agnébi-Tiassa. Deux événements clés vont marquer son séjour. Il s'agit de l'inauguration de l'hôpital Saint-Jean-Baptiste et le meeting de Tiassalé. Le service a finalement repris dans les hôpitaux ivoiriens après avoir été interrompu en raison de la grève des agents de santé. La coordination des personnels soignants de la santé a en effet suspendu ce lundi son mot d'ordre de grève à l'issue d'un vote en assemblée générale extraordinaire. Les grévistes réclamaient de meilleures conditions de vie et de travail. Reprise du travail dans les centres hospitaliers et universitaires. Au CHU de Cocody, le docteur Louis Védi, gynécologue obstétricien, a reçu plusieurs patients. Depuis hier d'ailleurs, la reprise elle est effective. Les patients sont là, on les a toutes vues. Deux sont déjà au bloc opératoire. Celles qui sont là sont en attente d'accoucher, on va dire. Et puis d'autres sont hospitalisés. On a reçu environ une trentaine de patientes. Selon le directeur médical et scientifique du CHU de Cocody, le travail se déroule plutôt bien. Très tôt le matin, nous avons réuni les chefs de service et nous avons nos dispositions pour que les malades hospitalisés puissent être pris en charge. Donc les activités ont repris normalement. Tous les services fonctionnent, sauf les services qui sont normalement fermés, c'est-à-dire soit pour des travaux, par exemple. Par exemple, les urgences sont fermées pour des travaux, donc les urgences ne fonctionnent pas, mais sinon tous les services fonctionnent. Pour rappel, les personnels de santé avaient lancé un mot d'ordre de grève de 72 heures le lundi 13 avril pour le déblocage de leur salaire et l'amélioration de leurs conditions de travail. Ce même lundi, ce mot d'ordre a été suspendu. Le Premier ministre Daniel Kablan-Djenkan ayant promis de les recevoir le 16 mai pour une meilleure analyse de leurs revendications. Les pluies sont de retour sur certaines régions du pays et ce sont les quartiers précaires qui sont les plus exposés. Pour réduire leurs effets néfastes, l'Office national de la protection civile lance une campagne de sensibilisation. Thème retenu, quelle prévention pour une population protégée contre les accidents domestiques et les inondations. 700 millions de francs CFA pour sauver les forêts ivoiriennes. Ce budget a été alloué à l'Office ivoirien des parcs et réserves. Cet appui financier de la Fondation pour les parcs et réserves de Côte d'Ivoire va permettre à l'OIPR d'assurer la gestion durable du couvert forestier. On fait le point avec Koné Pargassoro. Les parcs nationaux et réserves naturelles ne sont pas à l'abri des dangers des activités de l'homme, entre autres les feux de brousse, la chasse, la destruction sauvage des forêts. La Fondation pour les parcs et réserves de Côte d'Ivoire, dans sa politique de conservation des aires protégées, entend apporter sa contribution. Elle a signé avec l'Office ivoirien des parcs et réserves, OIPR, une convention de financement, 400 millions de francs CFA pour le parc national de Taï et 300 millions de francs CFA pour le parc national de la Comoé, soit 700 millions de francs CFA. Ces deux parcs représentent plus de 75% de la superficie totale du réseau des parcs et réserves de Côte d'Ivoire. Vous savez qu'on a traversé une crise qui a duré à peu près 10 ans. Et c'est sûr que les parcs ne sortent pas de cette crise sans séquelles. Et voilà pourquoi est-ce que la Fondation apporte un appui. Et nous appelons donc aux bonnes volontés d'aider l'État justement à financer les parcs nationaux. Pour le directeur général de l'Office ivoirien des parcs et réserves, cette subvention vient à point nommé. Ces fonds nous soulagent parce qu'il faut le dire, on l'a dit tout à l'heure, ces deux parcs, ça fait 75% de la superficie des parcs nationaux. Et donc quand on a le financement pour ces deux gros parcs, et les autres c'est plus facile à gérer avec la capitalisation de fonds auprès d'autres partenaires. L'objectif à moyen terme de la Fondation, selon son président du conseil d'administration,
est d'octroyer à l'OIPR une subvention de près de 2 milliards de francs CFA pour la conservation et la gestion du réseau des aires protégées de la Côte d'Ivoire. La Commission nationale pour la réconciliation et l'indemnisation des victimes, déterminée à mener à terme le processus. La CONARIV, conduite par son président, Monseigneur Siméon Awana, a rencontré hier la ministre de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, Anne-Désirée Ouloto. Au menu, la consolidation des listes de victimes en vue de l'obtention d'un fichier unique à partir duquel seront indemnisées les victimes des différentes crises qu'a connues le pays. C'est un reportage de Gabriel Zani. Des Ivoiriens souffrent encore des séquelles de la décennie de crise vécue dans le pays. Les victimes directes ou indirectes s'habituent tant bien que mal à leur nouvelle situation. J'étais une victime, il y a mon pied qui a été cassé. Ma cheville droite. Nous nous sommes traités nous-mêmes. On a pris le certificat médical, on s'est fait recenser jusqu'à présent, donc on attend. Recoudre le tissu social n'est pas une chose facile pour la plupart des populations. Indemniser les victimes pourrait aider à réparer en partie des torts. L'État pouvait vraiment confier ces victimes-là à des banques afin que ces banques puissent les recenser et voir dans quelle mesure comment gérer la question. Pour ma part, vraiment, ça sera la bonne méthode. Restitution des biens ou financement d'activités. Pour y parvenir, la méthode de l'État a pris un autre chemin. Par une ordonnance présidentielle prise le 24 mars dernier, la CONARIV, Commission nationale pour la réconciliation et l'indemnisation des victimes, est créée. Elle est conduite par des religieux. Le droit à la réparation est un droit fondamental. L'indemnisation est d'abord un acte d'humanité, un acte de compassion, un acte de solidarité. Ceci est conforme à notre tradition culturelle, notre tradition africaine. Aujourd'hui, le défi de la réparation des préjudices subis par les populations demande la transparence dans la gestion. La CONARIV a 3 mois pour établir un fichier unique des victimes et des ayants droit de victimes. Une première étape de la mission qui pourrait créer la confiance entre l'État et les populations. C'est un processus, on va régler les problèmes petit à petit. C'est une mission d'intérêt national. Donc il faut que tous les Ivoiriens se mobilisent pour cette mission-là. Les structures et ONG en charge des victimes de la crise ont une semaine à compter du lundi 13 avril pour déposer la liste des victimes en leur possession. Les ayants droit des victimes ont, quant à eux, 1 mois pour se faire recenser au siège de l'institution logée dans les locaux du Programme national de cohésion sociale à Cocody, à Abidjan. Légère accalmie en Guinée-Conakry. L'opposition a annoncé la suspension jusqu'au 20 avril prochain des manifestations contre le pouvoir. Les échauffourées ont fait 3 morts et au moins 50 blessés selon l'opposition guinéenne. L'organisation non gouvernementale Amnesty International réclame une enquête. Les attaques suicides contre les soldats des Nations Unies se multiplient dans le Nord Mali. Au moins 3 civils ont été tués aujourd'hui près de Gao. On dénombre également 16 blessés, dont 9 casques bleus nigériens. Plus loin au Soudan, la commission électorale a décidé aujourd'hui de prolonger d'1 journée la durée des élections présidentielles et législatives dans tout le pays en raison de la fermeture de plusieurs centres de vote et de problèmes sécuritaires. On s'achemine vers la normalisation des relations entre les États-Unis et Cuba. Le président américain Barack Obama a accepté hier de retirer la Havane de la liste noire américaine des États soutenant le terrorisme. Une décision saluée par les autorités cubaines. Barack Obama retire Cuba de la liste noire des États soutenant le terrorisme. 3 jours après son tête-à-tête historique avec Raúl Castro, cette décision apporte un espoir inédit dans l'île. C'est une réaffirmation que les États-Unis font comme promis dans le processus de négociation. Les Cubains ont toujours été très méfiants vis-à-vis des États-Unis, à savoir s'ils feraient ou pas ce qu'ils ont promis. Et là, ils font ce qu'ils avaient promis. Les Cubains ont hâte d'être retirés de la liste. Et le président a compris, avec le long processus de négociation, que c'est quelque chose dont les Cubains avaient besoin, non seulement pour s'asseoir à une table,
mais aussi pour continuer de rester à cette table. La Havane avait demandé ce retrait comme préalable à tout rétablissement des relations diplomatiques avec les États-Unis avant de rouvrir des ambassades. La Guinée-Conakry, le Libéria et la Sierra Leone, bientôt soutenus par les États-Unis dans la lutte contre le virus Ebola. Le président américain a exprimé aujourd'hui ses condoléances aux 3 pays touchés par l'épidémie. Barack Obama a également promis l'aide américaine à leurs dirigeants. Incident en Allemagne lors de la conférence de presse du président de la Banque centrale européenne. Mario Draghi a été interrompu par une jeune femme qui lui a jeté des confettis en criant « Arrêtez la dictature de la BCE ». Le groupe activiste Femen a revendiqué sur les réseaux sociaux l'intervention de cette militante. Le Cambodge se souvient des crimes du régime Khmer Rouge. Ce mouvement communiste radical a contrôlé le pays de 1975 à 1979. Durant 4 ans, leur chef principal, Pol Pot, a soumis les populations à une dictature d'une rare violence. Ils sont entrés en vainqueurs dans Phnom Penh. Le 17 avril 1975, la capitale du Cambodge tombe aux mains des Khmer Rouges. La population n'imagine pas les années d'horreur qui vont suivre. À l'époque, Chung Kong était professeur de français dans le centre-ville. Le matin, quand ils sont entrés dans Phnom Penh sur des tanks, les gens criaient de joie. Ils agitaient des drapeaux dans toute la ville. Nous conduisions des motos et des voitures à travers la capitale. Dès la prise de la ville, les Khmer Rouges demandent aux habitants d'évacuer, assurant que c'est une affaire de quelques jours. Comme des milliers d'autres, Chung Kong prend la route. C'est l'une des plus grandes migrations de l'histoire récente, qui transforme alors Phnom Penh en ville fantôme. Pendant des années, il est forcé de cultiver des terres loin de la capitale, à la poursuite de l'utopie agricole du régime. Les gens déferlaient hors de la ville. Certains transportaient des affaires, d'autres du riz. Je n'avais rien. La domestique de ma famille avait pris un peu de riz. On ne partait que pour 3 jours. Alors pourquoi on aurait pris beaucoup de choses? 16 membres de la famille de Chung Kong périssent durant les 4 années de terreur. L'école où il enseignait devient la fameuse prison S21 où les opposants du régime sont torturés et tués par milliers. Aujourd'hui, elle fait figure de triste mémorial des crimes de Pol Pot. Je ne remettrai jamais un pied dans cet endroit parce que je suis choqué qu'ils aient balayé la connaissance avec de l'ignorance et des meurtres. Ça va contre ma vision des choses. Je veux que les gens apprennent, mais ils ont tué des gens là où on enseignait. C'est ça qui me rend triste. Morts d'épuisement, de famine, de maladie ou à la suite de tortures ou simplement exécutés, 2 millions de Cambodgiens disparaissent avant que le Vietnam n'intervienne. On a frôlé le pire hier au Japon. Un Airbus A320 de la compagnie aérienne sud-coréenne Asiana Airlines a connu à l'aéroport d'Hiroshima un atterrissage mouvementé qui a fait 27 blessés parmi les 81 passagers à son bord. Les premiers éléments de l'enquête montrent que l'appareil a heurté de plein fouet une antenne de communication. Voilà, c'était là l'essentiel de l'actualité sur RTI2. À très bientôt.